In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On va parler aujourd'hui d'un film du présent, un film qui sort le 17 juillet, un film français, le titre Karma Police. Le réalisateur Julien Paolini, c'est son deuxième long métrage en 2020, je crois. Oui, 2020, il avait fait Amare Amaro et il est là aujourd'hui pour nous parler donc de ce second film. Je tiens à remercier Gilles Liancan pour l'aide importante apportée à la conception de cette émission. Voilà. Donc, on y va tout de suite. Moi, je pose toujours la première question. Enfin, il y a toujours deux questions que je pose deux petites questions que je pose à mes invités, surtout quand ils sont des personnes qui viennent avec un film d'aujourd'hui. D'abord, je leur demande comment ils vont. Parce que le cinéma, c'est aussi c'est une histoire de. C'est comment je dire? C'est une histoire physique quand même, le cinéma. Faire un film, c'est physique. Et donc, comment te sens-tu après avoir fait ce film? J'adore cette définition de film du présent. C'est vrai que c'est un film du présent, ouais, c'est un film du présent. Ah oui. Et bah, écoute, moi, ça va très bien. Le cinéma, je crois aussi. Le monde, c'est un autre sujet. Est-ce que le monde, l'état du monde actuel, c'est un autre sujet? Mais oui, bah, on va en parler. Mais en tout cas, moi, ça va très bien. On est dans les starting blocks pour cette sortie-là. Donc, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et comme c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, et puis ayant vu donc tes deux longs métrages, d'ailleurs, je remercie encore Gilles pour rapport à Marie Amaro. Moi, j'avais une petite question qui est un peu peut-être, enfin, qui est en dehors de tout ça, mais en même temps qui finalement rejoint ces deux films, rejoint le cinéma. Je pose souvent la question de l'image marquante, c'est-à-dire cette image qui serait liée à l'enfance, très souvent, et qui peut-être définirait le rapport que tu entretiens aujourd'hui avec l'image sous toutes ses formes. Alors, cette fameuse image marquante, ça peut être un extrait d'un film que tu aurais découvert au cinéma, à la télé, peu importe. Même un livre, en le lisant, te définit une image ou quelque chose que tu aurais vu dans la rue ou une photographie. Est-ce que tu sais, toi, si tu as cette image marquante? C'est intéressant de cristalliser l'image, mais alors, c'était, quelque chose qu'on m'avait demandé et en vérité, j'ai commencé par les histoires. C'est-à-dire que, je suis arrivé en France à 8 ans, dans le 92 et à l'époque, il y avait la méthode Freinet pour, que les enfants, donc on était 10 CE1, 10 CM1, 10 CM2 dans une même classe et on lisait beaucoup d'histoires et on devait chaque semaine écrire des petites histoires. Il y avait un concours d'histoire. Et donc, bref, à l'époque, je me souviens, Roald Dahl ou tous ces romans qui étaient incroyables et qui ouvraient l'imaginaire. Et donc, je pense que, en fait, mon ancienne maîtresse m'a retrouvé et m'a redonné tous ces petits textes que j'avais à l'époque publiés sur le journal de l'école et qui étaient des textes avec lesquels je gagnais régulièrement ces petits concours en fait d'histoire et qui ont été un peu, je pense, ce qui a fait vraiment que après tout le reste de ma vie, ça a été des histoires qui ont mené la danse. Donc la culture de l'image, elle est venue après. Donc à l'époque, ce qui m'en reste, comme ça, instinctivement, de ce que tu me demandes, c'est ça, c'est ces histoires qui étaient toujours entre la réalité et la fable. Ça partait toujours de quelque chose un peu que j'avais vu autour de ce qui se passait dans la cour de récré ou dans mon quartier à Colombes. Et ça prenait cette couleur de la fable, inspirée un peu de tous ces auteurs de l'époque, quoi. C'est marrant que tu parles enfin, c'est marrant que tu évoques et la réalité et la fable, parce que quand on découvre, pour celles et ceux qui vont découvrir, Karma Police, il y a un peu de cela aussi. Cette réalité, bon, c'est Château-Rouge, c'est ce quartier du 18e arrondissement qui est très multiculturel, très important, ça on va aussi en parler, parce que c'est un décor, c'est pas qu'un décor. Il y a ce personnage, alors pour aller très vite, moi je sais pas raconter des histoires, je sais pas lire je sais pas raconter les synopsis, donc souvent je prends le synopsis du dossier de presse et après je m'amuse à déconstruire pendant toute l'émission avec mon invité. Alors donc en fait, Karma Police raconte l'histoire d'Angelo, qui est un dit flic idéaliste qui veut changer de métier. Il le dit d'ailleurs à un moment. Il se jette corps et âme dans les histoires de son quartier afin de rééquilibrer son karma. Le quartier, c'est Château-Rouge. Il déménage avec Pauline, sa compagne. Et l'histoire d'une amitié et d'une emprise dans le Paris de Château-Rouge. Il rencontre par exemple ce gars qui s'appelle Poulet. Enfin, c'est son surnom. Et puis le synopsis continue en disant une ode
aux invisibles, à la contrebande et aux poètes de la rue, une équipée humaniste plongée électrique dans le sillon du film noir. Alors, J'adore, pourquoi j'adore quand du coup vous prenez les balles pour nous, c'est-à-dire quand vous pitchez pour nous, c'est formidable. Je suis en empathie totale parce que c'est l'exercice à chaque fois qui fait transpirer quoi. Le pitch pour le réalisateur, c'est allez, raconte-nous le film, 2 lignes, 3 lignes, 6 lignes, attends, moins de Ah non, non, caractères. non, Ah, non, c'est non, bien non, joué, non. ah, c'est bien joué, Vous tu as n'êtes pris vous n'êtes pas un facteur, vous êtes cinéaste, vous n'êtes pas facteur, on est bien ouais, d'accord. mais du coup, merci d'avoir pitché. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parlais de réalité et de fable, c'est que dans le film, sans aller trop loin dans l'explication, il y a des moments où, il est rattrapé par quelque chose, cet Angelo et on le saura un moment dans le film pour voilà, ce qui fait que ça existe. Mais ces choses qui le rattrapent, est-ce que ça serait de l'ordre de la fable finalement? Parce que tu me parlais de plusieurs textes, donc c'est peut-être aussi une espèce de collage et j'ai Ouais. l'impression que le film fonctionne sur ça, sur des Mmh collages. Et mh. ça donne une espèce de rythme qu'on n'arrive pas à saisir et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour un spectateur ou une spectatrice qui n'arrive pas à saisir le rythme, c'est qu'il a envie d'aller encore plus loin avec. Je te parlais de ça parce que du coup, tu parlais d'une image originelle qui aurait été un peu Mmh. celle qui aurait été la source, en fait, du reste, les racines un peu de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'en revenais à ça, à ces petites histoires à l'école primaire, parce qu'effectivement, dans ce film-là, Karma Police, oui, il y a ce rapport à la fable tout en restant extrêmement réaliste. Et je pense qu'un réalisateur, au bout du compte, il ne triche pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, le spectateur, il peut a priori voir en transparence qui est derrière le film ou ce que lui vraiment exprime ou en tout cas vraiment en fait son être et son film, son œuvre. Je pense que les deux sont vraiment trop profondément mêlés a priori quand on fait un cinéma suffisamment libre. Donc je pense que ça n'a jamais changé. Il y a toujours eu cette volonté dans les films que j'écris, les prochains films, ceux qui sont là en gestation depuis 5 ans, donc qui sont matérialisés comme ça, qui vivent chez moi dans la chambre d'à côté, mais qui ne sont pas encore sur les écrans et qui Mmh. du coup n'existent pas pour vous, mais existent pour moi. Enfin voilà, il y a toujours eu ces deux piliers. La réalité, le cinéma, comment la vie et le cinéma se mêlent dans des œuvres qui sont suffisamment, on va dire, divertissantes, ou en tout cas dans un rapport au genre, dans un rapport au romanesque, pour incarner un cinéma qui est souvent le cinéma fondateur de tout le monde. Enfin, en tout cas, on a tous, à un moment donné, en tout cas dans l'enfance, commencé par un cinéma comme ça de divertissement et comment du coup on le mêle à la vie qui est la nôtre et le monde et la société et comment on va véhiculer des réflexions qui vont marquer le spectateur ou au moins un minimum infuser. Le cas échéant, à mon sens, l'œuvre, enfin le film, n'a pas vraiment de fonction, de vocation. Je pense qu'il faut qu'il y ait une trace qui soit laissée, quoi. Donc c'est vrai que Karma Police, pour finir, il a une forme, ce film, relativement littéraire. En tout cas, au départ, il y avait cette envie de raconter ce chemin de rédemption de ce Angelo, le héros, qui du coup vit ce choc traumatique et du coup reconstruit sa vie dans ce quartier électrique de Château-Rouge, tout en du coup petit à petit essayant de guérir de ce traumatisme sans véritablement y arriver et devant du coup se recréer un peu les solutions à son mal. Donc il y a ce rapport un peu à la fable, même si on est dans un réalisme profondément incarné, donc on pourrait parler de réalisme magique, c'est-à-dire le rapport à l'onirisme, Mmh. et voilà, est très, très léger, très incarné, comme, je sais pas, récemment une critique parlait je crois, de mysticisme à la Polanski, c'est un peu ça, ouais, ça fait partie des cinéastes qui ont traité ça de cette façon-là, ouais. Alors moi, j'ai pas trop envie, non pas parce que, par comment dire? Par souci d'orgueil ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie hem, de parler de références. Elles sont là et c'est très bien et c'est pas un problème. Mais parce que j'ai très envie aussi qu'on retienne de cette émission, je l'espère, que le film a un style qui t'est propre. Ça, c'est très important. Mais tu viens de dire quelque chose qui a sonné en moi, tu parles de réalisme magique. Ça me rappelle, alors non pas un film, mais ça me rappelle un livre qui a été écrit récemment par Andy Biquez et qui parle de réalisme magique concernant la dernière génération de cinéastes chinois. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde un peu certains films de cette génération-là, il y a, alors je pense à Jason Kay par exemple, mais je n'ai pas voulu associer ça à ton cinéma. Je trouve que c'est très beau cette idée de réalisme magique. Parce que dans ton film, il y a un personnage qui est incroyable. Ils sont tous très beaux. Il y en a un qui est incroyable, c'est celui qui est incarné, vraiment le mot est juste, hein, incarné par Steve Tienchu,
Et on se dit: «Mais c'est qui et il y a une séquence remarquable où Angelo le suit dans la rue et lui, Steve Tiencho, on le voit de loin, on voit cette masse et qui chante une chanson, en plus une comptine et là, je me dis: «Mais ce film, à ce moment-là, il peut se passer finalement pas qu'à Châteaurouge, il peut se passer partout, partout, partout où il y a un conflit, où il y a une tension». Et ça, j'ai trouvé ça très beau, ce moment-là qui est très intemporel et très effrayant aussi, très effrayant. Donc le réalisme magique, je trouve que c'est très beau, c'est vraiment ça, on est dans le réalisme magique. Et tu parles finalement d'universalité du récit, quoi. Je pense que oui, Ouais. ça se nourrit de Châteaurouge du 18e. Moi, j'ai vécu 15 ans là-bas et j'ai fantasmé ces histoires comme ça en errant un peu moi-même dans les rues. Et donc, j'avais envie profondément de raconter le 18e, comme a pu le faire La Rumeur ou Cogitore récemment, mais ça reste un terrain assez neuf de cinéma. On a peu raconté ces quartiers-là et ils sont, pour moi, profondément cinématographiques. Néanmoins, tu as raison, c'est très universel. Et d'ailleurs, tu parles de ce personnage, on parlait de la fable, c'est effectivement le personnage dont la présence plane sur le récit de façon à la fois fantasmagorique et poétique, tout en étant une figure profondément sombre et antagoniste et effrayante. Et c'est là où Steve est très fort, c'est qu'il y amène son humanité à lui et son style, en fait. Steve, je le connais depuis très longtemps et ce qui m'a toujours beaucoup, beaucoup plu dans son jeu, c'est son style, en fait. C'est-à-dire que Steve, on dirait qu'il sort du cinéma, du polar français des années 60 et il y a ce bagou, il y a vraiment ce truc qui est vraiment que à lui. Et donc, il amène ça quand il campe ce personnage et il l'ancre à la fois dans un réel, donc dans ce réel intemporel, quoi, tout en amenant ce style très film noir, en fait. Quand tu écris, tes histoires, en l'occurrence quand tu écris Karma Police, tu pars de quoi exactement? Tu pars d'une séquence qui est peut-être dans le film ou qui ne le sera pas finalement? Tu pars d'une séquence qui est peut-être vers la fin ou peut-être d'un détail? Mais tu com c'est une cuisine interne, je l'avoue, c'est une question très curieuse, mais ça m'intéresse beaucoup. Comment d'où tu Dans, parles? dans la D'où tu cuisine, pars? dans la cuisine interne, il y a chaque film, enfin en tout cas ce film-là, je trouve, a été assez différent des autres. C'est-à-dire qu'il y avait tous ces moments passés dans ces quartiers du 18 où tout d'un coup la rue de Jean, cette rue qui a un personnage dans le film, cette rue Mmh. qui du matin au soir est pleine de monde constamment et qui pour moi est devenue un espèce de studio de cinéma à ciel ouvert quand je l'ai fantasmé. Il y avait cette espèce d'idée centrale dans le récit qui était de dire qu'est-ce qui se passe si un flic un peu nosy, un peu curieux vient se mêler de toutes ces petites histoires qui doivent vivre là, sous-jacentes, parce que c'est un quartier comme ça qui, je pense, a cette espèce d'autogestion par les différentes communautés, qui du coup a ces petits trafics souterrains de survie. Et qu'est-ce qui se passe si du coup il y a un flic idéaliste qui vient mettre son nez là-dedans? Et donc l'histoire est née un peu de ça, de comment lui déménage dans le quartier et après se mêlent des personnages. Alors le personnage par exemple de Poulet que tu as évoqué, qu'interprète Alexis Manenti, Mmh. c'est un personnage que moi j'ai vu dans le sens, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un centre social qui est celui qui est filmé dans le film, dans Karma Police, et c'était pour moi une occasion en tant qu'auteur complètement rarissime de rencontrer des personnages plus vrais que nature. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma que je développe, c'est toujours un cinéma romanesque. Je pense que c'est Mmh. ça, on va dire, qui va créer son écart parfois avec un cinéma français plus social au premier degré. C'est qu'il y aura souvent un traitement, enfin toujours un traitement romanesque des personnages. Et du coup, romanesque, ça veut dire avoir des expériences de vie pour l'auteur que je suis, que j'ai pas en fait. Moi, j'ai pas eu une vie romanesque. J'ai eu une vie de mec lambda, de la classe moyenne, qui n'a pas eu de problème fondamentalement dans sa vie. Donc, je projette mes envies de cinéma, mais je ne peux pas partir d'une expérience vécue. Donc, le fait de côtoyer des gens qui ont eu des vies difficiles, qui pour certains sortent d'asile, qui pour d'autres volent pour survivre, qui vivent dans la rue, qui sont sortis de la drogue, enfin voilà, toutes sortes de profils qui ont survécu dans cette jungle de ce quartier-là, ça a permis de nourrir ce personnage. Et il y a toujours énormément d'oxygène, d'humanité
et de comédie, en fait, dans ces environnements et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup. En voyant ton film, on s'aperçoit d'une chose et c'est honteux de le dire, mais c'est que le cinéma français, de ces 20 dernières années ne s'est pas forcément n'a pas été, pointer son bout du nez, dans certains quartiers de Paris. Je parle même pas de la France, mais dans certains quartiers de Paris et tu l'as très bien dit, tu parlais de La Rumeur ou de Clément Cogitore, pardon et moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que, le cinéma dans sa globalité n'a pas fait son taf? Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas son taf? Alors, j'ai envie de te dire, tu n'as pas à répondre à cette question. Toi, le plus important, c'est de faire des films. Mais, je me suis posé cette question et puis il y avait aussi un moment et je vais être extrêmement transparent avec toi. Je me disais: «Bon, si le film continue sa démarche, de rédemption, ça peut être intéressant, mais bof». Mais et c'est ça qui est fascinant et qui donne une équité à ta manière de construire les choses, c'est que il y a cette rédemption, mais il y a aussi le contre-champ qui est quoi? Bah, le contre-champ, c'est quelqu'un qui a ouvert sa fenêtre et qui regarde aussi ce monde-là et parfois même, ils sont pas dans le cadre, c'est les personnages principaux. Il y a juste les des personnes, des personnes qui sont là et qui évoluent. Donc il y a un champ contre champ qui est assez égal et qui donne au film pas qu'un film social, mais beaucoup plus, qui est une espèce de tu es sismographe, en fait. Voilà, tu sondes, tu regardes. Et je trouve ça très intéressant cette idée-là. Donc ma question, c'est lorsque tu l'as construit, ce film, est-ce que tu savais déjà ce que tu ne voulais absolument ne pas voir? Ce que je voulais absolument pas avoir, c'était une forme de pathos, c'est-à-dire qu'en fait, s'intéresser au quartier populaire, s'intéresser à, presque comme, un sociologue, parce que c'est ça dont tu parles. En fait, ça veut dire, regarder les choses en face et assez rapidement, quand on fait du dramatique, du drame, enfin, en tout cas, quand on est dans ces registres et ben, on peut, tu vois, assez rapidement enclencher des rouages qui vont être misérabilistes. Vu que le cinéma que je fais, il est très, très ancré dans le présent et dans le réel, en plus de ça, il y a une notion de diversité et tout ça, c'est extrêmement malléable, mais aussi fragile comme matériau en fait dramaturgique. Donc bon, moi je ne fais pas de stratégie, il n'y a pas de comment dire de calcul en fait. C'est pas un film qui est inclusif volontairement parce que c'est la mode. En fait, ça a toujours été le cinéma que j'écris depuis 15 ans et il se trouve Mmh. que bah, aujourd'hui ces films sortent et du coup ils sont en phase. Mais tout ça pour dire que voilà, ce qui m'intéressait, c'était, comme à chaque fois, rester avec beaucoup de pudeur et d'humanité au plus proche d'une réalité. Mais pour autant, ne pas être dans ce registre du cinéma social parce que je pense que je suis un peu un mauvais élève de ce point de vue-là, c'est-à-dire que au fond de la classe, je m'intéressais à certains films et pas à d'autres. Alors, je n'ai pas fait d'école de cinéma, mais c'est juste pour dire que en fait, le cinéma français social euh, m'intéresse pas tant que ça, il m'ennuie parfois un peu et du coup, autant c'est important de réfléchir et j'ai envie de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, autant Mmh. je le fais à travers le prisme, j'espère, en tout cas j'essaye, d'un cinéma un peu plus pop, un peu plus pop. Après, c'est l'idée de départ et puis ensuite le film se fait et on en ressort avec le film tel qu'il est et il faut voir s'il est vraiment aussi pop et pulp que ça. Mais juste pour finir, c'est pour ça que notre personnage, il regarde, c'est pour ça qu'il y a ces sorties, ces entrées de cadre et ce travail sur le hors-champ, c'est qu'en fait, c'est autant un film qui parle de cinéma qu'un film qui parle de la vie. Parce qu'en fait, ma vie, c'est le cinéma et j'essaie de garder un pied dans la vie tout en ne pensant que cinéma, c'est quand même une obsession et une passion, quoi. Ah, il y a aussi autre chose et alors peut-être que je me trompe, il y a aussi autre chose, c'est que, je sais pas en quelle année a été fait ce film. Délibérément, je ne me suis pas renseigné parce que je voulais savoir si je me trompe ou pas dans ce que je vais te dire. C'est que je n'ai pas l'impression que et c'est pas du tout un reproche, hein, attention, hein. J'ai pas l'impression qu'il y a eu la covid qui est passée par là. Ce qui est encore pire d'ailleurs, c'est ce qui est encore pire. C'est ça, c'est-à-dire que, généralement certains films français, on sent qu'il y a la covid qui est passée par là, donc ce qu'ils montrent des gens, c'est généralement une espèce comment je pourrais dire ça? Une déstructuration, du rapport, qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Là, je sens dans ton film que la covid n'est pas passée et c'est encore pire parce qu'en fait, généralement, quand dans des films, on voit la covid passer, on fait très attention. On dit: «Ah oui, il y a ça». Mais en voyant ces personnes-là où j'ai cette sensation qu'il n'y a pas eu cette période de la covid, c'est comme si, le film nous rappelle que nous aussi, nous ne voyons pas vraiment les choses.
C'est intéressant. En fait, ce film, ce qui est super, c'est que chacun l'interprète un peu à sa façon. Et je pense que c'est le plus beau cadeau, c'est-à-dire quand le film t'appartient plus et qu'il résonne et qu'il infuse et que on te parle de certaines intentions. Et la plupart du temps, je triche pas, je mens pas, je dis pas qu'elles étaient là consciemment. Et donc, en l'occurrence, le film a été tourné en 2022. Et D'accord. on portait encore parfois des masques dans la rue. Et donc, Oui, ça laisse. on en voit quelques-uns, c'est vrai, on Ouais. en voit. Et donc, ça permet, enfin, en tout cas, souvent, les gens fantasment autour de ça et se disent, tiens, ça a été tourné pendant le Covid, etc. Mais du coup, ouais, c'était déjà un peu le monde d'après, quoi. C'était déjà le monde, ouais, le monde un peu plus fragile d'aujourd'hui, quoi. Donc ça, je pense, ça projette dans le film et chez les personnages cette dimension-là, mais tout en restant intemporel, parce que malheureusement, c'est le monde, quoi qu'il arrive, du monde présent dont tu parlais, donc ça reste un film du présent, même s'il y a cette espèce de période de la Covid qui plane en fait encore sur le film, quoi. En fait, je te disais ça et je vais me permettre de faire entrer dans notre conversation, parce que je le fais rarement. Bah, je remerciais Gilles Lyon-Caen au début de l'émission. En fait, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps et qui, avant d'être attaché de presse, a été critique de cinéma. Et donc, on discutait de ton film et je lui disais, je sens une certaine fragilité dans les plans qu'il nous montre parce que ça me renvoie aussi, et ça va peut-être te surprendre, aux années 90. Moi, D'accord. de plus en plus, je pense aux années 90 et c'était la période où j'avais, la vingtaine. Donc j'y pense de plus en plus à cette période-là et j'y pense par le prisme du cinéma, bien évidemment, voire même par le prisme du cinéma français et il y avait comme ça une espèce de alors c'était la pellicule qui faisait cela aussi, mais pas que. Il y avait une espèce de grain comme ça qui soulignait une forme de fragilité et moi, le cinéma français que j'ai beaucoup aimé à cette époque-là, en tout cas qui m'a beaucoup accompagné, c'est ce qu'on appelait le jeune cinéma français et très souvent, c'était un cinéma français qui était, très parisien et comme Desplechin, tout ça et ça mais c'était un cinéma qui m'intéressait et parfois, il y avait aussi des démarches, vers d'autres territoires, je pense à Patricia Mazui, par exemple, je pense à d'autres cinéastes mais tous ces gens-là, quand on regardait leurs films, il y avait une forme de fragilité déconcertante dans le filmage et moi, je retrouve ça aussi, dans ton, et même pour aller encore plus loin, il y avait d'autres cinéastes qui étaient peut-être pas forcément, de cette nouvelle vague, comme Gaspard Noé et cetera, qui aujourd'hui, je trouve sont finalement, je suis passé à côté de beaucoup de choses et je trouve que dans ton film, il y a aussi cela, dans cette, manière de questionner la fable, mais on n'est pas dans quelque chose de maniéré comme le cinéma français des années 80 a pu nous fournir de temps en temps et il y a un truc comme ça. Voilà, c'est pas une question, c'est juste un constat que j'ai eu et j'ai trouvé ça, particulièrement passionnant. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, c'est super intéressant et je pense que c'est parce que les années 90, c'était mes années de jeune adulte, en tout cas, ouais, Ouais, l'adolescence. Et donc, ouais, je pense que c'était une période où, en plus, c'était un peu la période enfin, l'urbain était totalement consommé dans l'air du temps. Voilà, tu vivais en banlieue, c'était avant mon arrivée dans le 18e. Tout ça se brassait beaucoup et du coup, on se retrouvait pas forcément autour de certains films. Et il y avait certains réalisateurs qui faisaient le pont, ouais, Kassovitz ou d'autres. Et donc, c'est vrai que ouais, je pense que. Mais après, Carax, par exemple, on avait dit qu'on ne parlait pas de référence, mais Carax, qui était quand même plus, voilà, les années 80, il était très présent, et il avait cette fragilité. Après, cette fragilité dont tu parles, c'est parce que je pense que c'est des films que je fais qui sont pudiques, mais qui sont quand même très émotionnels, dans une émotion en retenue que mes personnages véhiculent. Et donc, cette pudeur n'empêche pas de vibrer d'émotion et théoriquement d'humanité, puisque c'est ce qui rassemble ces personnages. C'est cette pudeur et cette humanité. Et donc, en fait, ça va jusqu'à prendre à l'image une place parce que, voilà, on ne se rend pas compte à quel point tout se mêle et qu'en fait, parfois, on a l'impression de parler d'image, mais en fait, on parle de jeu, c'est-à-dire le ressenti des comédiens va nous donner l'impression vraiment va prendre la place sur l'image et tout ne sera qu'un. C'est-à-dire quand je parlais avec mon chef-op en préparation, j'avais cette intention que les visages de mes comédiens soient des paysages. Parce que du coup, je sortais d'un premier film qui ouais. était un film aussi de paysages naturels, d'extérieur. Et ce deuxième film très urbain
n'est pas un film du tout de paysage. Et donc, il y avait cette réflexion qui naissait de dire, mais en fait, un visage est un paysage. Et voilà, il y avait ça chez Carax. Donc, je pense que ça fait partie des références. Alors, me permets-tu de nommer les actrices et acteurs qui jouent dans ce film? Parce que j'ai une question en ce sens. Je reprends le dossier de presse. Cyrus Chaïdi, Alexis Manenti, Kharidja Touré, Foued Amara, Hortense Sardalan, Steve Tiencheux, Sabrina Ouazani, Thomas Blumenthal, Vincent Hennen, Yanis Lespert, Yahya Batili, Zachary Chassurio, Tom Y. Je trouve que tu as aussi, là, pour le coup, une manière extrêmement belle de les regarder. Tous, hein. Tous. Alors, effectivement, il y en a quelques-uns qui disent plus de choses, parce que c'est les personnages principaux. Mais j'ai trouvé aussi ça, et je me suis posé la question, il y a des cinéastes comme ça qui veulent faire des films d'abord parce qu'ils veulent regarder des comédiennes et des comédiens, et ensuite le reste suit. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait de cela en toi? En vérité, je pense qu'il y a de ça chez tout le monde, en fait. C'est-à-dire le spectateur, comme le cinéphile, comme le journaliste, le critique, le réalisateur, le producteur. Enfin, en fait, en vérité, on fait tous du cinéma pour voir des comédiens jouer des scènes de cinéma. Et moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir ce casting-là, d'avoir ces comédiens incroyables, toute cette nouvelle génération à différents degrés, des plus confirmés aux moins confirmés, mais du coup, au sens large, cette nouvelle génération-là. Et donc oui, j'adore les regarder jouer, j'adore les filmer, j'adore les diriger. Et ce qui est incroyable, c'est que, évidemment, chacun a une méthode différente. Enfin, je parle de ces comédiens, chacun aborde le jeu, aborde le travail sur son personnage différemment. Donc, j'ai jamais vécu un aussi bel exercice que celui-là. C'est-à-dire se mettre vraiment au service de chacun avec une méthode quasiment personnalisée, en fait. Et les plus beaux retours que j'ai, c'est ceux qui parlent de cette direction de comédien, en disant que tout fonctionne. Et c'est vrai que, voilà, je trouve que chacun a un jeu, non pas différent, puisque le film a sa ligne, mais chacun a sa couleur. Et c'est incroyable de traverser cette galerie comme ça, scène après scène, et d'y voir tous ces comédiens qui, j'espère, en plus, vont continuer à vraiment faire leur chemin et croiseront d'un film à l'autre, voilà, ce cinéma que je développe. Karma Police, donc, le film sort le 17 juillet et il faut absolument aller le voir. Je ne sais pas dans combien de salles il sera distribué. J'espère qu'il y aura quand même suffisamment de salles. Est-ce que tu as déjà une idée de la... On est sur une quarantaine de salles, donc voilà, ça se construit. Au moment où on se parle, sur la fin de la programmation. Au moment où tu diffuseras, on aura une liste officielle et on pourra vous renvoyer facilement spectateurs vers ces salles. Mais ouais, on en aura une quarantaine, donc ça reste des films. Pour les happy few, chaque projection compte, est rare, doit être savourée et puis ensuite continuera à la fin de l'été, en septembre. On a la chance d'avoir, au-delà de Gilles, notre attaché de presse que je salue aussi, tu fais bien de le dire, on a un distributeur formidable qui est un artisan et qui va du coup distiller cette sortie sur plusieurs mois. Et puis, il faut savoir que plus il y a de monde, et bah, plus on rajoute des salles. Voilà, donc il faut le faire. Il faut aider ce cinéma à la fin. C'est le cinéma. Il faut aider le cinéma, point. Merci beaucoup, en tout cas, Julien Paolini, d'être venu pour nous en parler. Et puis, je mets 3 points de suspension, comme on dit. À très vite. Merci beaucoup. Merci Julien. À toi. Merci énormément. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good